Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui menu manga un peu spécial, un menu manga un petit peu hors série où je vais te proposer un petit documentaire, un petit reportage dans les coulisses d'une maison d'édition. Et la maison d'édition en question, c'est Kazé qui ont bien voulu m'accueillir pour répondre à mes questions. Ouais, alors le délire c'était de me faire visiter, de découvrir un peu la chaîne du livre et aussi d'interviewer les différents intervenants qui participent à la création d'un manga, d'un volume d'un manga. Comment un manga arrive du Japon jusqu'aux librairies françaises. Voilà, ça permet aussi de montrer un peu le visage un peu humain derrière les mangas qu'on lit tous les jours. Et ça c'est plutôt cool. Alors, j'entends déjà la médisance. Oui, je sais qu'il y a des médisants qui me regardent. Je vous entends les médisants. Je vous dis tout de suite, cette vidéo n'est en aucun cas une opération spéciale, un placement de produit. Je n'ai en aucun cas été rémunéré par Kazé pour faire la promotion de leur boutique. Non. On a proposé à Kazé, à différents éditeurs d'ailleurs, de faire un petit reportage sur eux. Ils ont gentiment accepté, donc c'est les premiers d'une longue liste. On va parler de Kazé, on va parler d'autres éditeurs aussi à l'avenir si cette vidéo vous plaît. Donc voilà. Donc je t'invite à regarder ce petit documentaire et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et ouais, ça rime, qu'est-ce que tu vas faire? Boum, c'est parti. Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Là tu te demandes qu'est-ce que je fous dans la rue, parce que c'est bien connu, je sors jamais de chez moi. Et ben je vais visiter l'immeuble de Kazé, parce que chez Kazé ils font des livres. Et j'ai envie de voir comment les différentes étapes, ça va être super intéressant. Allez, on y va. Bonjour Kazé, c'est Lucas Télé. Je peux rentrer s'il vous plaît? Ah, ils ont cru ma ruse. Allons-y. Je monte les escaliers de chez Kazé. Ils sont bien. Et oui, jeune mongolien, aujourd'hui je vais visiter Kazé et rencontrer tous les différents intervenants qui participent à la publication d'un tome de manga. Je commence ma visite par le service édition, dans lequel j'ai rencontré Quentin Pillot, qui m'a expliqué les tenants et aboutissants de sa profession avec beaucoup de simplicité. Je m'appelle Quentin, je suis éditeur chez Kazé Manga depuis 6 ans maintenant. Je m'occupe du suivi sur différentes séries. Quand je suis arrivé, je bossais sur Nisekoi. Je me suis occupé d'IQ, de Toriko. Là, la grosse série du moment dont je m'occupe, c'est The Promised Neverland. Moi, j'interviens à partir du moment où on a acquis la licence. On a acquis les droits de publication sur le territoire français, on a reçu des fichiers, et mon rôle ça va être en gros, je dois faire en sorte que le livre paraisse en librairie à temps, sans trop de fautes d'orthographe, bien traduit, et de coordonner un peu le travail avec l'équipe marketing pour que toute la communication et le marketing se fassent bien autour. D'accord, donc l'éditeur c'est un peu le réalisateur du tome, quoi. Il dirige toutes les équipes. C'est un peu coordinateur, ouais. La partie relecture, elle est intéressante. Moi, je suis pas traducteur. Je parle pas japonais, je décrypte pas le japonais. Mais j'essaie de me mettre dans le rôle du lecteur quand je relis le tome et de sentir quand ça fonctionne pas, quand c'est pas fluide, quand c'est pas, quand dans la narration, je sens que c'est pas ce que l'auteur il a voulu dire ou que c'est pas comme ça que le personnage il devrait parler. Et là, je fais un peu d'adaptation. Vraiment, je vais retravailler un peu le français, la tournure de langue, l'expression. Est-ce que tu adaptes ta manière de travailler en fonction de l'œuvre ou c'est juste y a une recette à appliquer et... On a une méthode type, on l'applique à tous les titres. Après, je te cache pas qu'un Promised Neverland, il est relu, il y a 2 étapes de relecture en plus par rapport à un autre tome pour qu'il soit vraiment impeccable. Mais comment dire, notre engagement d'éditeur, c'est que tous les livres ils soient bien publiés, qu'ils soient bien faits à tous les niveaux, niveau fabrication, niveau texte. Ouais, le but c'est de transposer sur le marché français l'œuvre en étant le plus fidèle possible à ce que l'auteur a voulu faire. Donc ça c'est notre engagement. Il faut que, entre guillemets, le Boys Love soit aussi bien fait que le Promised Neverland. Peut-être tu pourras couper cette phrase. Les fans de Boys Love, ils vont me démonter. Bon, c'est pas grave. Waouh, j'ai ensuite été me promener du côté du service approbation où j'ai pu rencontrer Emi Iwahashi, une des nombreuses mais néanmoins précieuses collaboratrices japonaises de Kazé, qui nous a fait l'immense honneur de nous répondre en français. Waouh. Oui, bonjour. Bonjour. Donc votre travail, vous, c'est de faire le lien entre les Japonais et Kazé, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Oui, exactement. Et est-ce que les Japonais sont difficiles avant de dire oui, non? Est-ce qu'ils sont pointilleux sur comment on traite leur manga? Oui, bah, par exemple, pour l'approbation, normalement, oui, la règle de l'approbation au Japon est très stricte. Mais, heureusement, notre équipe éditoriale, marketing et graphiste sont bien respectueux
très fidèle original manga japonais. Les Japonais comprennent notre concept, oui, notre idée, donc voilà, donc ils acceptent tout de suite, donc que c'est assez difficile, mais quand même c'est pas difficile tout à fait. D'accord. Ils Voilà. sont exigeants mais justes. Quoi. Oui, pour protéger l'univers de titres, des fois les Japonais sont bien stricts. Des fois, c'est difficile obtenir l'approbation, mais c'est normal pour protéger le droit d'auteur au Japon. C'est quoi que vous trouvez le plus intéressant dans votre métier? En fait, je suis le milieu intermédiaire entre la culture japonaise et la culture française, donc c'est intéressant de distinguer la différence. Et oui, je m'amuse bien écouter l'idée française complètement différente des japonais. Oui, donc oui, voilà. J'ai ensuite poursuivi ma balade dans les bureaux en toute discrétion bien sûr. Puis je suis arrivé au bureau de Clémence Perrault, responsable de la partie graphiquement graphique. Ouais. Alors, je m'appelle Clémence Perrault et je suis responsable graphique de la partie manga de Kazé. Alors, ça consiste à adapter graphiquement les logos de manga japonais en français. Ça, c'est la première phase du travail. Adapter le reste aussi de la jaquette. Et ensuite, faire du marketing, des produits dérivés et tout ça. Quand on est graphiste, on est un peu créatif quand même, c'est un peu le concept du métier. Est-ce qu'on a une part de créativité, de liberté artistique quand on doit adapter un manga, sachant que le but quand même c'est de rester le plus proche possible? Est-ce qu'il y a quand même une petite marge de liberté ou pas? Pour le coup, pour les logos, en tout cas pour ce qui est du manga, on a assez de liberté, mais il faut quand même rester dans le respect de l'œuvre originale et que ça sorte pas complètement de n'importe où. Il faut que ça corresponde au produit et que ça corresponde au titre. Mais en général, on a assez de liberté. Est-ce que vous devez respecter du coup un certain cahier des charges imposé par les Japonais? Non, pas réellement. Comme je disais, comme on a assez de liberté, on va rester sur une jaquette qui ressemble à la VO. Pour le coup, pour ce qui est du manga, on n'a pas le droit, par exemple, on n'a pas le droit de flipper les images. C'est complètement interdit. On n'a pas le droit de modifier les couleurs. De manière générale, il faut vraiment qu'on arrive à coller, même si on peut pas être exactement au niveau des couleurs japonaises, il faut au maximum s'en rapprocher. Pour ce qui est des placements logos, il faut éviter de mettre ça sur des visages ou sur la plupart du temps. Ce qui est compliqué, c'est que certains logos sont à la verticale en japonais et nous, on est obligé, enfin, c'est impossible en France de faire un logo à la verticale, donc on est obligé, par exemple, d'adapter ça, c'est une adaptation qui est obligatoire. On a des éléments en plus, genre des fonds et tout, on doit rester, on peut pas créer énormément de trucs en plus que ce qu'on a de base. D'accord. Est-ce qu'il y aurait, ça serait quoi la valeur ajoutée de votre travail par rapport au produit d'origine? Qu'est-ce qui fait que ça va être mieux avec Kazé? Par rapport aux autres éditeurs? Ouais, non, par rapport à... Par rapport à la VO? Voilà. Je sais pas si on peut parler de valeur ajoutée, ça serait un peu prétentieux de ma part de dire que j'apporte une valeur ajoutée. Après, j'apporte plutôt une vision d'une œuvre adaptée au public francophone plus qu'une valeur ajoutée. Puis quelque chose qui va être plus compréhensible aussi par notre public qui va pas forcément... la VO va pas forcément parler à certains. Il y a des codes graphiques et des codes qui sont utilisés par les Japonais qui ne marchent pas en France. Par exemple, sur We Never Learn, à côté du logo, il y a des tas de petites croix et des petits ronds. Et en fait, au Japon, c'est très clair parce que ça veut dire la croix, c'est faux, et puis le rond, ça veut dire c'est bon. Et en France, ça n'existe pas. La croix, bon, à la limite, ça va, mais le rond, nous, on a plutôt le petit truc vert comme ça. Donc, moi, personnellement, j'aurais trouvé ça bizarre de mettre des petits trucs verts un peu partout. Donc,
Cette année, ce qui a été vraiment intéressant, ça a été toute la campagne qui a été faite autour de Promised Neverland. Ça a été énormément de travail, ça a été pris énormément à l'avance. Il y a eu une boîte presse, il y a eu des affichages, des produits qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Donc la box presse avec le pop-up qui a été énormément de travail parce que moi j'avais une image au début qui était à plat. Ah, oui. Donc il a fallu corriger tout le fond et reconstruire en fait la maison et puis séparer les différents plans. Et ça c'est le genre de truc qu'on ne fait pas très souvent parce que quand il y a un plus gros budget on peut se permettre de faire pas mal de choses comme ça. Puis la maison, puis les jeux, enfin et puis la soirée presse. Et là, c'est le bureau où on fait les mangas nuls. Mais on s'en sert pas beaucoup chez Kazé. Oh. Et enfin, mes pérégrinations m'ont conduit au service marketing, où j'ai pu rencontrer Anita, Jérôme et Diane pour découvrir comment promouvoir un manga. J'ai encore une fois été extrêmement discret, bien entendu. Le truc ou pas? Alors moi c'est Anita et je m'occupe du marketing digital chez Kazé, manga et animé. Donc je m'occupe notamment des réseaux sociaux, des relations avec les influenceurs comme toi, tout ce qui est jeux concours, emailing, contenu web, vraiment toute la com pour s'adresser au public. Bonjour, je suis Jérôme et du coup je suis directeur marketing et communication pour Kazé, donc vraiment tout ce qui est DVD et manga, comme vient de le dire Anita, voilà, et du coup je chapeaute l'équipe marketing. Bonjour, moi c'est Diane et je suis attachée de presse donc pour Kazé, anime et manga. Ça consiste en quoi un attaché de presse? Alors, attachée de presse, pour faire très simple, c'est mettre le bon livre dans les bonnes mains au bon moment. C'est donc contacter les journalistes pour leur faire connaître notre actualité et m'adresser spécifiquement aux journalistes dont je sais qu'ils pourraient être intéressés par le titre. Ma première question, c'est niveau réseaux sociaux. Est-ce que ça a changé la manière... en quoi les réseaux sociaux ont changé la manière de vendre du manga en France? Vendre, promouvoir quoi. Oui, promouvoir. Avant, souvent, les marques communiquaient au public, donc il n'y avait qu'un seul sens de communication. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le public peut s'adresser à nous, marques. Donc c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un vrai échange entre le public et la marque. Typiquement, quand on annonce un titre et qu'on l'annonce sur les réseaux sociaux, on peut directement voir ce que le public peut en penser. S'il connaît ce titre, s'il aime bien, s'il aime pas, s'il le découvre, s'il est content ou pas. Donc ça change tout. Lorsqu'on promeut, par exemple, Promised Neverland ou d'autres titres, on peut directement voir si des gens l'ont acheté. Alors on va pas voir qu'ils vont payer avec un screenshot de la carte bleue, non pas du tout. Mais c'est plus, ouais je l'ai, j'ai pris des photos sur Instagram, j'adore, on peut saisir le ton et juste l'appréciation ou non du public. Et ça c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'en plus le public nous écrit, on leur répond, on se parle, il y a vraiment un vrai échange et surtout le public échange entre eux aussi. Et ça c'est hyper important grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une stratégie marketing Kazé? Est-ce qu'il y a un marketing Kazé spécifique Alors c'est une très bonne question. Je sais pas s'il y a secret non plus, mais non, mais sans rentrer dans les secrets, je sais pas s'il y a une patte Kazé dans nos stratégies marketing, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que j'imagine que d'autres éditeurs et d'autres marques font la même chose, mais nous on est une équipe de passionnés de manga, on est tous dans ce milieu parce que on aime les mangas, parce que ça nous parle, ça nous a parlé ou ça nous parle dans la globalité. Et effectivement, on travaille, notre service marketing, il est vraiment au cœur de toutes les interactions. Donc là, effectivement, il y a eu toutes les interviews de tous nos différents collègues. Et en fait, c'est nous qui faisons le lien entre chacune de ces équipes. Le service éditorial a repéré une série, décide de l'acquérir. Ils vont nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on en pense, quel public ça pourrait s'adresser, est-ce qu'on a déjà une idée dans la manière dont on pourrait promouvoir le titre.
Et nous, on va dire, ah bah oui, il y a ci, il y a ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Diane va dire, ah bah moi, je suis sûr que tel journaliste peut être intéressé. Anita va dire, ah bah il y a telles actions avec tels influenceurs ou telles actions sur les réseaux, sur le marketing digital en général qu'on peut faire. Hop, on va en discuter avec la team de production, on va leur dire, bon bah nous, on a une idée, on a envie de faire ça. Et ils vont dire, ah oui, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas le matériel japonais qui pourrait nous permettre d'aller à bout de cette idée. Par contre, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, en fait, ouais, la patte casée, pour répondre à la question initiale, je dirais que c'est vraiment qu'on discute tous ensemble et qu'on arrive à une espèce de stratégie commune. Alors, bien entendu, on a nos idées, on a nos objectifs, mais à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est que l'intervention de tous les services, on essaie d'en sortir le meilleur. Moi, c'est ça que je vois dans la stratégie à patte casée. Pour parler de la presse, c'est plus presse traditionnelle, quoi. C'est Tout à fait. Figaro. On travaille en effet avec le Figaro. D'accord, et ça, vu que c'est un peu deux pôles un peu différents, est-ce que ça rentre pas un peu en concurrence? Est-ce que c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, de s'adresser à une presse plus traditionnelle, qui est pas forcément en plus au fait de ce qui se passe dans le manga? Bah justement. Je trouve que c'est extrêmement complémentaire, puisque c'est vrai qu'Anita va essayer de s'adresser à des gens qui connaissent parfois déjà quand même un peu ou beaucoup nos licences, que ce soit en manga ou en animation. Et c'est vrai que moi, mon but, à travers les médias qu'on va qualifier de plus classiques, c'est d'essayer de le faire découvrir au grand public qui, lui, généralement, le connaît beaucoup moins. Et en plus, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée pour les gens qui sont vraiment fans de manga, puisque quand ils voient qu'un article est publié sur Le Monde, sur Le Point, sur Le Figaro, sur France Info, pour eux, c'est une véritable reconnaissance de ce qu'ils aiment. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est très complémentaire. À travers la presse classique, on essaye vraiment de toucher des nouveaux publics. D'accord, ok. C'est ça l'idée, hein, si je peux me permettre de compléter ce que vient de dire Diane, en fait de dire la même chose. Non mais c'est vraiment ça, l'idée c'est, à un moment donné, je prends l'exemple de Promise Neverland, c'est un titre qu'on a adoré, on a envie que tout le monde en parle, on a envie de le mettre entre toutes les mains. Et finalement, l'idée c'est de sortir de notre communauté ou de sortir de simples fans de manga, parce que ce titre mérite comme plein d'autres, hein. Mais ouais, notre objectif et l'objectif de Diane, ça va vraiment être de se débrouiller pour que des gens qui n'aiment pas le manga, ou qui, c'est pas qu'ils aiment pas, mais qui ne connaissent pas, ou qui pensent qu'ils n'aiment pas, qui sont pas curieux d'eux, leur dire, ah en fait, ça aussi ça existe, et ça aussi ça pourrait vous plaire. Et du coup, bon, on a eu des retours sur les réseaux sociaux, effectivement. Sur Instagram, il y a pas mal de gens qui lisaient pas du tout de manga, qui ont commencé le manga, à lire le manga, grâce à Promise Neverland, et ça c'est super cool. Et du coup, il y a ouais, c'est complémentaire, du coup, ça commence là, et on a le retour par là, donc du coup, ils sont très surpris de voir que, par exemple, Promise Neverland s'est passé sur France Inter, c'est passé sur le site de BFM TV, ça a été traité par vraiment la grande majorité des médias, des grands médias papier, internet. Donc c'est vraiment un écho. D'accord, mais c'est quoi qui fait, je sais pas, diminuer votre part de France. Est-ce que c'est la qualité du titre qui aide ou... C'est les deux. Je pense qu'il y a autant notre travail que la qualité du titre en elle-même. Je pense qu'on peut pas faire un bon travail si on n'a pas un bon titre et des gens qui travaillent dur derrière. C'est ça, hein, je pense qu'on a des titres qui sont bons, qu'on aime, qui sont excellents et dont on n'a pas parlé, on en connaît tous. Hein. Et donc du coup, à un moment donné, ça va être ça de notre travail, c'est-à-dire que oui, ce titre il est bon, mais on a réussi à le mettre au bon endroit, au bon moment, à le mettre entre les mains des bonnes personnes pour qu'on puisse en parler et obtenir l'écho que ces titres méritent. Et en fait, malheureusement, ça c'est un peu dur, je pense, pour tous les gens qui travaillent dans la culture. C'est pas parce qu'un produit est bon que tout le monde va en parler. Ça arrive, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, bah ouais, il faut des gens comme nous, des petites mains, pour créer l'écho. Cette phrase n'avait pas de sens. Vous voyez l'idée.
Voilà, c'était mon petit tour des éditions Kazé. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses sur la fabrication d'un manga en France, l'importation, l'édition, le marketing. C'était super intéressant. Donc si tu as trouvé ça intéressant, tu mets un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et je tiens aussi à remercier les éditions Kazé de m'avoir accueilli, d'avoir répondu à mes questions. Spécial dédicace à Thomas, à Anita, à Diane et à Jérôme. Et bien évidemment à tonton Shahid, il se reconnaîtra. Check. Voilà, et maintenant je m'en vais avec un petit souvenir de Bonalois. C'est gentil. Eh, c'est pas à vous ça. Voilà, j'espère que ce petit menu manga hors série à la découverte d'une maison d'édition t'aura plu, t'aura intéressé. Si c'est le cas, pouce bleu, si c'est pas le cas, pouce rouge, mets un petit commentaire et bien sûr je t'invite à soutenir la chaîne sur Utip, hein, comme d'habitude tu regardes une petite pub et moi je gagne quelques malheureux deniers, merci bien, chapeau bas. Bien évidemment on se donne rendez-vous dans quelques temps pour une nouvelle maison d'édition, normalement si tout va bien, voilà ça va être super intéressant. Et puis c'est tout. Et si vous avez des questions à poser pour les prochaines fois d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, voir ce qui pourrait être intéressant de faire. Et puis moi je vous dis à bientôt, chapeau bas, et bonne rentrée à tous bien sûr. Et redab à l'épice. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?